Brassens, je le vois de temps en temps dans un couloir, bonjour, etc. C'est un type très gentil, Brassens. Je ne le vois jamais, on ne se connaît pas. J'aimerais bien le voir de temps en temps, qu'on mange ensemble, tous les deux, seuls. Brel, qui a beaucoup de talent aussi, lui, c'est fini, il chante plus. Enfin, je crois. J'aimerais bien aussi, honnête. Il n'y en a pas beaucoup d'autres avec qui je voudrais, comme ça, vivre un peu, comme ça, en dehors de la chanson. Mais simplement, j'aimerais bien les rencontrer de temps en temps, puis j'aimerais bien être l'ami de Brassens. Je lui dis, là, s'il m'entend, viens boire un pot avec moi dans le Lot, ça ferait plaisir. On est des chanteurs, on est des chanteurs, on est des chanteurs. Chaque fois que je dois faire des chansons, je me dis, est-ce que je vais savoir en faire? J'ai oublié comment on fait. Mais moi aussi, mais ça se reprend très vite. Oui, oui. J'aime travailler. C'est mon vieux vice. Les seules choses valables sont dans la tristesse et dans la solitude. Et puis je crois que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Les artistes sont seuls. Quand on se retrouve dans la feuille blanche, on se demande si on va pouvoir faire une chanson. Des fois, ça part sur un mot, des fois sur une idée. On est des chanteurs, on est des chanteurs, on est des chanteurs, on est des chanteurs. Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré. Connaissez-vous cette photo? Est-ce que vous l'avez regardée? Est-ce que vous l'avez aperçue? Est-ce que vous la découvrez? Vous l'avez questionnée? Peut-être l'avez-vous chez vous? Cette photo, Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré dans le vif d'une conversation animée. Jacques Brel écoute avec attention Georges Brassens, qui raconte quelque chose, la pipe à la main. Léo Ferré au centre, sourit, attentif aux mots de Georges. De quoi Georges Brassens parle-t-il avec autant de passion? Qu'est-ce qui les réunit là tous les trois? Se sont-ils réunis pour défendre une cause humaine? Est-ce une conférence de presse? Une émission de radio? Le lancement d'un nouveau magazine? Pourquoi cette photo de poster ou carte postale est-elle devenue mythique? Leur présence à tous les trois dans un même lieu est-elle tellement exceptionnelle, emblématique? Est-ce l'unique trace de leur rencontre? Est-ce leur unique rencontre? Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette rencontre, une rencontre au sommet de trois grands chanteurs français quand même? C'est parce que, à mon avis, 69 risque quand même d'être une année où Brassens, Brel, Ferré, si on veut respecter l'ordre alphabétique. Parce que Brassens, d'abord, sort d'une maladie qu'il tenaille depuis 2 ans. En outre, je crois qu'en octobre, vous vous installez pour 3 mois à Bobino. Oui, si Tout va bien. Esculape me prête vie. C'est ça. Jacques Brel, d'autre part, parce qu'il est en train d'abattre un préjugé, un moulin de plus, celui de l'impossibilité pour une comédie musicale d'avoir du succès en France, et je crois que l'homme de la Manche est en train de le prouver. Et enfin Léo Ferré, parce qu'il vient de s'installer pour un mois à Bobino. Et d'ailleurs, il a tellement de choses à dire et à chanter depuis mai qu'il assumera lui-même les 2 parties du spectacle. J'étais jeune journaliste pigiste à Rock and Folk et l'envie d'interviewer Brel, Brassens. Bon, je sais pas, un soir, je rentre à la maison, j'en parle à ma femme et elle me dit, et Léo et Ferré, alors... ah, mais oui, tu as raison, ça sera... Oui, alors on va essayer, oui, tu as bien raison, Brel, Brassens, Ferré. C'est vrai qu'on avait vu en mai 68, puisqu'on est peu de temps après mai 68, des récitals de Ferré quasi insurrectionnels au Quartier Latin. Et Léo, moi, j'avais beaucoup sympathisé avec lui, et en effet, ce fut le premier à qui... j'ai évoqué l'idée de cette rencontre et il a été absolument tout de suite emballé. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suspecterais quelqu'un qui organise un tel sommet à 3 de chercher à faire un coup. Et alors, en réalité, dans la naïveté de mes 24 ans à l'époque, moi, je ne cherchais pas à faire un coup, je cherchais à écrire pour Rock and Folk, à proposer des sujets à Rock and Folk. J'étais devenu, à travers le jazz et le festival de jazz d'Antibes, très très ami avec Philippe Quéclin, l'extraordinaire directeur de la rédaction de Rock and Folk, qui n'avait que 2 ans d'âge.
Et donc j'en parle à Philippe. C'est l'un des rares à pas me rire au nez. Et il me dit, écoute, ça paraît un peu oui, dément, quoi. Mais en tout cas, si tu y arrives, tu as la une. Oh, les cigarettes. Ça s'est passé le 6 janvier 1969, chez François-René Cristiani, enfin chez sa belle-mère, dans un lieu neutre, pour éviter les indiscrétions, ce qui m'a permis d'être seul pour faire ces photos, alors que s'il y avait eu, et aujourd'hui par exemple, il y aurait 10 caméras, 15 micros, là, c'était vraiment complètement fermé, il y avait juste les secrétaires, assistants, chauffeurs des 3 artistes, Cristiani et moi. Cristiani les place, règle les micros, moi mon matériel est prêt, les flashs sont placés. Moi ce que je sais, c'est qu'ils ont accepté que je sois là. J'ai quand même devant moi 3 personnages qui me sont importants, je suis à leurs pieds, à leurs genoux, et ils sont à moi. Je suis le roi là. Bon, par contre, je suis navré des petits rideaux à fleurs. Mais je ne peux pas arriver là et dire « Oh, c'est moche ici ». Je peux pas. Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré. C'est la première fois que vous êtes rassemblés autour d'un micro ensemble. Première fois. Ensemble. Jamais tous les trois. Cet entretien destiné à Rock et Folk, il est vrai, a été enregistré un peu in extremis en dernière seconde, parce que à l'époque, moi, je venais de rentrer comme petit assistant de production à RTL. Ça ne les avait pas beaucoup intéressés au départ. D'ailleurs, ils ne croyaient même pas que ça se ferait. Et à la dernière seconde, finalement, les gens d'RTL ont dit pourquoi pas, finalement, on va peut-être mettre quelques micros, et puis on diffusera ça dans la semaine. Voilà. Alors, c'est vrai que, du coup, comme ça s'est fait de manière un peu précipitée, moi, j'ai eu du mal à les joindre et à les prévenir de ça. Donc, ils sont arrivés, ils ont un peu découvert qu'il y avait des micros, mais ils n'ont finalement rien dit. Et puis, bon, ils m'auraient dit non, on les aurait enlevés, c'est évident. Alors, test record, OK, playback, voilà. Donc, moi, je le démarre, et après, je le stoppe. D'accord. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes conscient du fait que vous représentez tous les trois les trois plus grands poètes, les 3 plus grands auteurs-compositeurs, interprètes de la chanson française, et ceci depuis des années, et avec le même succès. Si vous permettez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi je suis Léo Ferré, conscient. oui. Moi personnellement aussi, aujourd'hui je suis conscient d'être avec 2 de mes confrères d'abord. J'ai dit confrères, qui ont un immense talent, et puis d'être je crois que ça commence aujourd'hui, et puis j'ai des idées derrière la tête d'être avec 2 copains, et ça il y a longtemps que je le veux. Et vous êtes quand même tous les 3 dans la collection Les Poètes d'aujourd'hui, c'est un fait, vous pouvez pas le nier. Oui, mais enfin, ça, on n'est pas les Brassens, seuls. oui. Et puis, enfin, ça veut pas dire grand-chose, vous savez, cette façon de compartimenter. Je sais, bien sûr. Vous ne vous prenez pas pour un poète, alors, Georges Brassens? Pas tellement, non. Non. J'ai écrit mes chansons, on a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante. Je mélange des paroles et de la musique, et puis je les chante. C'est pas tout à fait pareil, quand même. Oui. Mais Jacques Brel a une idée, je crois, là-dessus aussi. Lui aussi se défend d'être un poète. Oui, je suis chansonnier. Vous avez dit que vous étiez un petit artisan de la chanson. Je suis un artisan de la chanson. C'est ça. Il me faut rire, pas parce que je sais bien qu'ils savent qu'ils sont des poètes. Je sais bien. C'est évident. Que c'est d'une telle évidence, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement somptueux, c'est tellement fort. Voilà.
Donc la preuve en est qu'on court toujours après. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je trouve qu'ils ont raison tous les trois. Chacun à leur manière, c'est... Oui, mais je l'ai dit, moi, tu m'empêcheras pas de ne pas les croire complètement. Il y a quand même des musiques magnifiques et il y a quand même des paroles magnifiques. Oui, mais ça reste des chansons. Ah oui, ça, j'entends Gainsbourg. Oui. Serge. Oui, oui, ceux qui les font ont le droit de dire ça. Mais nous qui les écoutons, nous qui les mangeons, nous qui les digérons, nous qui les servons, on sait bien que c'est exceptionnellement beau et que ce sont des œuvres d'art. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Est-ce que du côté religieux ou du côté de Dieu, axé sur l'individu... c'est autre chose. Je crois que... Alors là, nous sommes plus à notre aise. Oui, là, je crois que c'est bien parti. J'ai été élevé dans un collège religieux, j'ai été à la messe pendant 8 ans. J'ai servi la messe pendant 8 ans, j'ai été enfant de chœur, et voilà. Je ne vais plus à la messe, évidemment, depuis cette époque-là. Brel aussi, d'ailleurs. J'ai été élevé dans un collège, j'ai servi la messe pas 8 ans, parce que je voulais juste acheter un vélo. Alors, j'ai servi la messe le temps d'un vélo. Moi, j'ai été un an, je crois. J'ai été scout de France. Ah, j'étais scout, moi. Oui, mais... Pas de France, moi. J'étais scout belge. On sent bien que Brel et Brassens, indiscutablement, se connaissaient bien, mais et que Ferré, qui était en effet très demandeur de rencontrer les deux autres comme ça autour d'une table décontractée, était ravi d'être avec eux. Voilà. Hein, je crois qu'il dit bien, c'est son cœur qui parle, je crois, au début, quand il dit tout simplement, moi j'ai l'impression d'être avec deux copains. Voilà. Pour lui, c'était des copains lointains, il n'était pas forcément en grande familiarité avec eux, mais il était ravi, et moi j'étais ravi aussi. Mais j'ai traversé ça, et dans mon souvenir, près de 40 ans après, j'ai traversé ça sur une espèce de nuage, quoi, finalement. Hein. J'ai traversé ça dans un nuage. J'avais, de manière assez scolaire, préparé un certain nombre de questions, de thèmes, bon, les grands thèmes éternels, hein, qui inspirent les poètes et les chanteurs, voilà. Et moi, je trouve qu'ils ont été avec moi d'abord d'une gentillesse absolument étonnante et confondante, et je trouve qu'ils ont joué le jeu au-delà de même ce que j'envisageais ou ce que j'osais imaginer. Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenus des adultes? Aïe. Moi, non. Ah, moi non plus. Je réponds pour... Non, Mais lui, sûrement pas. Non, on est tous un peu demeurés. Et heureusement. D'ailleurs, pour faire ça, il faut être ou une femme ou un enfant. Voilà, il a raison. Écoutez, pour devenir adulte, Voilà. il faut quand même faire son service militaire. Il faut se marier après. Il faut avoir des enfants. Vous me direz qu'il y en a parmi nous. qui l'ont J'ai fait ça. mon service militaire. Il faut embrasser une carrière, il faut la suivre, il faut monter en grade, il faut prendre. C'est comme ça qu'on devient adulte. Mais nous autres, nous avons quand même mené une espèce de vie en marge de la vie normale, vous voyez, un peu en dehors de la vie réelle. Parce que vous n'avez pas voulu finalement Non, vous adapter au système Qu'on n'a pas traditionnel. pu, On n'a pas voulu, c'était on n'a notre pas pu. caractère de ne pas s'y adapter, Oui. voilà tout. On l'a pas fait exprès. Il n'y a pas de vantardise quand on dit qu'on est solitaire ou quand on dit qu'on est comme ça. Puis Ça c'est tout. rejoint le poète, l'enfant poète. Quand Brel chante sans rire et que c'est comme ça et qu'il y croit, j'allumerai ma guitare, on se croira espagnol. Il n'y a qu'un gosse qui peut dire ça. Bien sûr. Bien sûr que ce sont des enfants.
Ils jouent comme des enfants. Ils allument des pétards comme des enfants. Voilà. Ils regardent un oiseau comme un enfant regarde un oiseau. C'est bien sûr qu'ils sont des enfants, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'ils sont fragiles, bien sûr, bien sûr qu'ils sont dévastateurs. Je suis Don Quixote, chevalier de la Mancha, et ma noble dame est Dame Dulcinea. Je suis Don Quixote, chevalier Dulcinea. Je lui en ai voulu un moment de partir. Oui. De plus chanter. Je ne comprenais pas parce qu'il aime chanter. Brel, ça se voit quand il chante, ça se sent. Il a une présence extraordinaire. Et je me dis, mais pourquoi? Et puis j'ai compris. Et j'ai compris en faisant une chose que je n'avais jamais faite. Moi, j'ai longtemps chanté. Pendant 3 mois, presque sans m'arrêter. Et lui, il a fait ça pendant 3 ans. Eh bien, on va pas de là 3 ans. Ce qu'il a fait pendant 3 ans, je comprends qu'il soit... Pas 3 ans, plus que 3 ans. Je sais pas, je crois pas. C'est pour ça plus que que ça. J'ai eu 11 ans à 325 tours de chant par an. C'est pour ça que tu t'es arrêté? Non. Non, je veux dire que... Non, pas la fatigue. Pour faire autre chose. Non. Pas là-dedans non plus. C'est une façon de... Oui. Pour faire autre chose? Pour faire autre chose, oui. Par lassitude ou vraiment par plaisir? Par lassitude. Pas du tout par Parce que je ne lassitude. pouvais pas faire les deux choses en même temps. D'accord. C'est tout. Je l'ai jamais fait beaucoup. C'est impossible de faire les deux choses en même temps. Mais est-ce que c'était prémédité ou est-ce que Oui, ça- c'était très prémédité. Oui. C'est pas venu du jour où vous êtes Il allé n'a voir... jamais travaillé que depuis qu'il s'est arrêté de passer en public. Mais à autre chose. Oui. Là, il dit que c'était prémédité. Ça veut dire qu'il avait réfléchi avant? Moi, il m'en avait jamais parlé. Il a fallu que je lui demande si vraiment c'était vrai. Je pense qu'il n'a pas dû oser lui en parler. Ça devait être très, très difficile pour lui, très difficile. Mais c'est un formidable acte de bravoure d'arrêter cette drogue-là qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la passion, qui s'appelle l'échange, qui s'appelle la rencontre. Attends. Dur. Il avait horreur du statut de vedette. Il avait essayé une chanson, ça s'appelait Agen. Et c'est le gars qui est bourré, et puis et il a chanté ça à 4 pattes sur la scène, le dos au public. Il a fait un triomphe. Alors il est venu vers moi, il m'a dit, t'as vu comment ça tourne? Je peux faire n'importe quoi. Et ça lui plaisait pas du tout. Ça, c'était aussi un déclencheur pour partir, parce que c'était trop. J'ai arrêté le tour de chant pour des raisons d'honnêteté, pratiquement, en fait. Pas pour des raisons de fatigue, pour des raisons d'honnêteté. Parce que quand on arrive à avoir une certaine technique ou certaine facilité, ou un certain pouvoir, je crois, quel que soit l'homme, il arrive par moments à avoir la tentation de tricher et finissent très souvent par succomber à cette tentation. Et j'étais à ce moment où j'allais peut-être commencer à tricher. Ensuite, j'avais envie d'essayer un certain nombre de choses, trouver une autre forme, enfin, pour tout cela. Et je crois que cette forme, c'est peut-être bien la comédie musicale. C'est au fond une chanson qui dure 2h17. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serais ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé,
taureau, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Il faut être solitaire et malheureux pour faire de grandes choses. Ah oui. Ah oui. Les seules choses valables sont dans la tristesse et dans la solitude. Et puis je crois que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Les artistes sont seuls. Et alors, comme ils veulent donner... L'artiste, c'est un brave homme qui est totalement inadapté et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'un type normal dit à sa bobonne le soir. Voilà. C'est une forme... Ouais, c'est une maladie. Il le dit mieux quand même. Comment? Des fois, il le dit mieux. Oui, des fois, il le dit mieux. Mais enfin, il y a de ça. Plutôt ce qu'un type normal pourrait dire à sa bonne femme, à sa bobonne. Oui. Voilà. C'est un timide, c'est un type qui n'ose pas aborder les choses de face et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'il devrait dire d'une manière courante dans la vie. Il le fait avec, la timidité s'accompagne toujours d'une certaine pudeur. D'une certaine pudeur, d'un truc. Et un peu d'orgueil aussi. Et d'orgueil, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que comme il ne parle pas publiquement, en principe, oui, il entend dire tellement de sottises qu'il finit par en retirer un certain orgueil. C'est une chose se fait... c'est très médical, je trouve. C'est très clinique, l'artiste. En gros. Ouais, mais ils ont raison. Ils ont tous les trois raison. Sinon que... Il y a toujours cette part de jeu, quand même. Voilà. Il y a toujours cette timidité dont il parle, elle est là. Ils ne disent pas la totale vérité, jamais. Comme parfois dans un coup de colère, dans un coup de gueule. Mais sans ça, il y a toujours... Moi, je le sens, le jeu, je le sens. Parce que je le connais. Je le connais bien, ce jeu-là. C'est aussi sournoise qu'eux. Hein. On sait bien comment ça fonctionne. Aussitôt qu'il y a un partenaire, il y a cette espèce de sens du jeu. Cette espèce de... D'abord, il y a le désir de séduire, qui est très très fort chez eux, très fort. Peut-être plus fort encore que chez certaines femmes. Ils sont très féminins, quelque part. J'aime bien les gars qui disent oh, ça me fait mal. C'est pas tout à fait de la faiblesse, c'est aussi peut-être de la sensibilité, enfin, de la tendresse ou de la chaleur. En réalité, ce sont des hommes qui ont mal aux autres. J'aime bien les hommes qui ont mal aux autres. Vous n'aimez pas les gens cuirassés? Ça n'existe pas. Je crois que ça n'existe pas. Ils le font croire, peut-être. Oui. Ils veulent le faire croire. Oui, ils aimeraient bien le faire croire. Ça n'existe pas. Tout le monde pleure dans son lit, parfois. On a besoin des autres, De toute façon, on est, je crois, aussi tous les trois trop vulnérables. Beaucoup plus enfant qu'on ne croit, en définitive. Mener une espèce de vie en dehors de la vie réelle. J'ai trouvé d'abord passionnant de voir petit à petit, d'oublier que c'est Brel, Brassens, Ferré, parce que petit à petit on voit trois hommes. C'est comme trois hommes dans un bateau. Trois hommes qui discutent, et à un moment donné je voyais vraiment, c'est comme un café où t'as trois mecs qui s'estiment, qui s'aiment beaucoup et qui ont du plaisir à correspondre ensemble, et que pour moi ça les humanisait beaucoup, quoi. C'était pas trois mythes, c'est trois hommes, quoi. Il faut jamais le perdre de vue, ça. Mais de toute façon, tous les grands artistes que j'ai eu le bonheur de rencontrer, je me suis rendu compte très vite qu'au bout de 5 minutes, la façade, c'est toi qui l'as créée, parce que eux, pas du tout. La première fois que je me suis assis en face de Ferré, j'ai dit oh, mon Dieu, je suis en face de Léo Ferré, quoi.
Et au bout d'un moment, il dit rien, et puis on amène à manger, ils avaient commandé, quoi. Et il dit dégueulasse. Et immédiatement, tu sais ce que je pense? Léo Ferré, il dit dégueulasse. Je dis, il a dû lire un truc dans le journal qui est révoltant sur un truc qui s'est passé dans le monde et qui est absolument dégueulasse, quoi, tu vois. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a de dégueulasse, Léo, tu vois? Tentative de... Il dit, la soupe, dégueulasse. La soupe qui... J'ai éclaté de rire parce que je m'attendais à tout. Tu vois, je l'avais idéalisé. On m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société, puis je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais les solutions collectives, si je savais ce qu'il faut faire, si j'étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer, vous pensez bien que je le ferai, je la sacrifierai, ma petite tranquillité. Bien sûr. Mais c'est parce que je n'y crois pas tellement. Oui. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose? Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que... Toi, tu es complètement désespéré. Oui, voilà, c'est ça. Mais désespéré comment? Bah, désespéré, Sans en voyant ce qui se passe. Je ne peux pas préciser davantage, mais enfin... En pensant que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a un phénomène d'impuissance aussi qui est absolument affreux, quoi. Oui, mais vous avez, je crois, le très fort sentiment de l'impuissance et de ne rien faire. J'ai l'impression que Léo Ferré l'a moins. Pas que je de ne rien pouvoir faire. De ne rien non, pouvoir je fais quelque chose auprès de mes amis, auprès de mes voisins, dans mes limites. Oui, et je pense que c'est d'ailleurs aussi valable que si je militais quelque part. Vous voyez. Je pense que c'est aussi valable. Oui. Ne pas crier haro sur le baudet au moment où tout le monde crie haro sur le baudet, c'est une forme d'engagement comme une autre, vous voyez. Aujourd'hui, il y a une espèce de bipolarisation de la vie politique qui n'existait pas avec cette intensité probablement avant. Il y avait quand même une certaine complexité. Aujourd'hui, je dirais qu'on est plus dans le binaire, dans le face-à-face. Chacun est tenu d'avoir une opinion, si possible, définitive et cassante. Et alors c'est vrai que, naturellement, Brassens est aux antipodes de ça, et que on voit bien de quelle manière il a ce côté un peu prof de philo qui navigue en permanence entre oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, on pourrait dire que, etc. Donc, une espèce de modérateur, et qui, quelque part, quand même l'arrange aussi, parce que comme ça, il ne s'engage pas non plus. On sent qu'un Brel ou un Ferré, eux, ils jouent au contraire le registre inverse, c'est-à-dire le registre un peu de la folie pour Brel, il le dit dans plusieurs répliques, ou alors le registre de la provocation, évidemment, Léo Ferré, dans son personnage écorché dans sa vie personnelle, écorché après mai 68, et ce qui lui permet d'ailleurs, dans ses excès, de dire de très très belles choses aussi, hein, indiscutablement. Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Je crois que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires. Pour Brassens, ça a été, je crois, une époque. Pour Brel, ça a été un surnom.
Pour Ferré, c'est presque une cause militante, enfin un prétexte à des récitals presque insurrectionnels. C'est un problème qui est difficile parce que d'abord l'anarchie, ça a fait rigoler tout. D'abord, ça a fait peur aux gens à la fin du XIXe siècle parce qu'il y avait des bombes. Hein. Bon, il le sait bien lui. Bon, après, ça a fait rigoler les gens parce que l'anarchie, puis le mot anarchie, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin singulièrement depuis le mois de mai. C'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai. Les choses sont remises en place. Et puis, je vous assure que les gens, quand vous prononcez le mot anarchie ou anarchisme, même en scène, ils rigolent plus. Ils rigolent plus. Et la plupart des gens sont d'accord. Et puis, ils veulent savoir ce que c'est. Et c'est difficile à expliquer. Les anarchistes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Parce que moi, quand j'étais au mouvement anarchiste, j'y suis resté 2-3 ans. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchisme. Il n'y a pas quand même un véritable dogme. Vous voyez, voilà. Il y a une priorité de l'individu. Oui, ça bien sûr. Voilà, et puis je crois que c'était une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres. Alors Léo avait une haine viscérale, mais vraiment, vraiment profonde du pouvoir. Ça c'était vraiment les tripes. Mais attention, Léo avait étudié Proudhon, il avait lu Bakounine, il avait lu Kropotkin. C'était quelqu'un qui avait... quand il disait « je suis anarchiste », il savait parfaitement de quoi il parlait. Les gens ont peur de ce mot anarchiste. Pourtant, vous savez, l'anarchie, c'est bien triste. Il est fait seul et il est fait froid. Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire, anarchie? Ça veut dire la négation de l'autorité. Moi, je n'ai pas encore rencontré un homme qui m'ait dit en face, je veux absolument obéir à quelqu'un ou à quelque chose, je veux définitivement être une lavette. Vous comprenez? On imagine un anarchiste avec la panoplie de Ravachol. C'est idiot. Voilà. Il a écrit des articles dans Le Monde Libertaire, le journal de la Fédération anarchiste. Il a écrit des articles dans La Rue, qui était la revue du groupe Louis Michel de la Fédération anarchiste, même encore très peu de temps avant sa mort, dans une petite brochure qui s'appelait La Cannibale, dans une petite revue qui s'appelait La Cannibale, qui émanait de la Fédération anarchiste. Il avait encore écrit un texte. Donc voilà, il écrit. Du moment on lui téléphonait en lui disant hey, Léo, j'ai besoin d'un coup de main, hop, tout de suite Léo était là, quoi. Léo était d'une gentillesse extrême. Et la gentillesse, ça paraît être un compliment, ce que je dis là. Mais non, ce n'est pas un compliment. Parce que quand on est trop gentil, ça devient un défaut. Léo, par exemple, avait du mal à dire non. Il ne savait pas dire non. C'était un peu... Pour lui, c'était un... oui, non aux flics, non au pouvoir. Alors ça, oui, là c'était facile. Mais quand un copain venait lui demander quelque chose, tout de suite, il disait oui. Et quelquefois, ça l'embarquait dans des histoires où il n'avait vraiment pas du tout envie d'aller, quoi. Qu'est-ce qui est le plus grave dans l'avenir du monde pour vous? Ce qui est peut-être plus grave, c'est que l'homme perde son individualité, c'est une espèce de liberté. Je parle de la liberté individuelle, la petite liberté que nous avons encore un petit peu, quoi, cette espèce de liberté de penser tout seul, même de penser qu'on va se raser de telle manière, qu'on va se peigner de telle manière, alors qu'aujourd'hui, il semble que cette liberté soit complètement réduite à néant, quoi. Il semble qu'on n'achète pas un paquet de cigarettes, qu'on n'achète pas une pipe, qu'on n'achète pas une corde de guitare ou une boisson quelconque, sans avoir été, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, conditionné par tous des espèces de groupes qui viennent autour de nous et qui nous crient ça aux oreilles. Il faut boire ça, il faut faire... Je crois que c'est ça le plus grave. Georges a toujours été libertaire. Il disait, moi, je marche dans les clous pour pas être emmerdé par les flics. Et je ne marche dans les clous que parce que je ne veux pas avoir affaire à la maréchaussée. Et puis, Georges est rentré dans l'anarchie parce qu'il a lu tous les auteurs, Proudhon et les autres. Et puis, un jour, il s'est aperçu que même dans l'anarchie, il y avait une gradation. Il y avait le patron et puis il y avait les autres. Alors, il a quitté, je crois que c'était en 1947, il était dans la cellule du 15e arrondissement. Il a quitté et puis il est resté anard, mais un anard bien pensant. C'était pas quelqu'un qui cassait. Au contraire, il disait un anarchiste, c'est un altruiste. Quand vous chantez une chanson à un être et que cette chanson lui plaît et qu'elle lui donne 5 minutes agréables ou 10 minutes, hein, c'est bien. C'est bien, vous l'avez quand même aidé, quoi. Vous avez enlevé un
un peu de son ennui, de son chagrin, de ses soucis. Je trouve que c'est bien. Et je trouve que si j'apporte un peu de bonheur à quelques individus, même un bonheur qui ne va pas très loin, une petite joie passagère, j'estime que je n'ai pas démérité de l'humanité. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Ce sont des gens tellement exemplaires, de par leur refus, de par leurs amours, de par leur attitude avec le reste du genre humain. Ce sont des gens pour lesquels on ne peut avoir qu'un infini respect. Mis à part tout l'amour et toute l'amitié et toute l'admiration qu'on peut avoir pour eux. Ce sont des gens exemplaires. Libres. Ce sont à la fois des guides, mais ce ne sont pas des guides qui font des discours qui promettent... actuellement, on est au top du discours consensuel et merdeux et qui promet tout et qui ne tient rien. Mais ce sont des hommes responsables de leurs paroles et qui ne parlent pas pour ne rien dire, quoi, et qui ne chantent pas pour ne rien dire. Et leur voix porte en elle-même, donc ils parlaient de leur voix, ça m'avait marqué aussi, parce que leur voix porte en elle-même une semence, quoi. Je sais pas, les écouter, ouah, ça ouvre, quoi. Vous savez, qu'est-ce que c'est Don Quichotte? C'est être un mec très bien, mais être incroyablement minoritaire. C'est ça, Don Quichotte. Mettez 10 Don Quichotte ensemble, ça devient un mouvement politique. Et vous en mettez 30 millions, ça vous fait une majorité. Mais s'il est vraiment tout seul, il est Don Quichotte. Une chose qui m'avait touché, c'est quand le questionnaire leur avait dit et les femmes. Là, il y a eu un grand silence et les trois se sont mis à pouffer comme trois ados, quoi. Comme trois jeunes mecs dans la rue qui, des filles, et ils se sont mis à rire en même temps. Et il y a eu un énorme, pour moi, point d'interrogation, exclamation dans l'atmosphère, où les types disent « Ah oui, la femme ». Quelle place tient la femme dans votre vie? Oh. C'est une autre histoire. Oui, moi je la enseigne. Je crois qu'on a tous les trois répondu. Oh, le silence. La femme, c'est un être charmant, quoi, quand elle s'en donne la peine. Et pénible quand elle s'en donner la peine. Ça, c'est genre tout craché. Moi, je crois que la femme, c'est quelque chose qui se donne de toute façon et toujours beaucoup de peine. Qu'est-ce que vous appréciez chez une femme? Ça dépend de ce qu'on attend des femmes, quoi. Oui, justement. Alors, qu'en ce qu'on attendez-vous? espère ou ce qu'on redoute. Qu'en attendez-vous? Qu'en espérez-vous? Qu'en redoutez-vous? Ça dépend des moments et des jours. Je crois que c'est tout simple, quoi. En plus, ils sont légèrement gênés. Ça dure 2 mois, ça dure 2 ans, ça dure 20 ans, puis c'est tout, quoi. C'est pour tout le monde.
Je crois que là, c'est pareil aussi, vous savez. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'apporter quelque chose d'important à l'homme, l'équilibre, par exemple? Non. Pourquoi? Parce que... Je pense que nous trois, nous sommes des types qui pouvons, sur ce plan-là, nous passer de femmes. Sur un autre plan, non. Mais sur ce plan, on a besoin de personne. Plan d'équilibre. Menteur. A-t-on besoin tellement d'équilibre, d'ailleurs? Peut-être même nous n'en avons pas besoin. Oui, bien sûr. Non, une femme peut être emmerdante, une femme peut être charmante. C'est pas, ça dépend desquelles, ça, vous savez. La femme en général, ça, c'est une autre histoire. J'y crois pas, moi. De nouveau, c'est encore je répète toujours le même truc. Ça dépend de la femme à laquelle tu as affaire. Voilà. Ça dépend de sa nature, de son caractère, des atomes crochus qu'on a avec elle. Ça. Non, moi, j'ai jamais été tellement emmerdé par des femmes, du reste. Non. Mais Léo Ferré est beaucoup plus catégorique. Il répond non. Non. Pourquoi? Que la femme n'a de cesse que n'arrive après la fin de l'amour, c'est-à-dire la tendresse. La tendresse, c'est ce bâtard de l'amour insoutenable qui fout tout par terre et qui moi, me rend encore plus seul que tout. La tendresse, c'est la fin du monde, quoi. C'est parce que ça prend, parce qu'on est chocolat. Moi, quelqu'un qui est tendre, je suis marron. Vous comprenez? Si je suis marron, je suis un esclave. Et si je suis un esclave, je suis plus un homme. Ah, c'est tout. Vous comprenez? On n'a pas le droit. N'importe quoi. N'importe quoi. Qui en laisse. En vrai? Moi, je suis trop jeune pour parler de tout ça. Je vais l'exploiter, par exemple. Oh non. Mais quelle merveille. Réputation de misogyne. Ouais. Il est quand même merveilleux. Pas misogyne? Oui, je suis relativement misogyne. Enfin, je trouve pas que toutes les femmes exploitent tous les hommes. J'aime bien le relativement. Je voudrais qu'il m'explique. Quand même, explique-moi que ça veut dire relativement misogyne. Non, moi, je suis pas du tout misogyne. Moi, je m'en fous, quoi. Une femme me plaît, elle me plaît, quoi. Une femme me plaît pas, elle me plaît pas. Mais misogyne, ça veut dire, ça veut clair. Ne pas aimer une femme comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut pas dire ça. À chacun est formidablement révélateur de ce qu'il est. Formidable. C'est un type qui se méfie des femmes. C'est ça, je suis méfiant. On est tous les trois beaucoup trop féminins pour apprécier follement les femmes. Ah non, ils sont marrants. Hein. Menteurs, ils sont menteurs. C'est tellement révélateur de la manière qu'ils ont de mentir chacun que c'est absolument désopilant. C'est formidable. Et j'aurais voulu enlever leurs culottes qu'ils n'auraient pas mieux fait. Là, on sait absolument à qui on a affaire. Et Léo, qui en fait un max, fait un opéra, et Jacques qui dit « je suis beaucoup trop... » C'est génial, c'est génial. Et Georges qui dit la vérité. Et ça dépend. Il y en a énormément voilà. C'est absolument révélateur. C'est formidable. Ça, c'est un moment formidable. C'est-à-dire, tous les trois étaient là, pris dans une espèce d'improvisation collective. Ils se sont lancés dans le jeu en riant vraiment comme des bossus. Et c'est très... et tous les trois, à certains moments, ils sont tellement dans l'improvisation que moi, j'ai l'impression d'assister à un morceau de jazz. Et hop, et puis ça fonctionne. Hein, en plus, quand on le relit, on voit bien que ça fonctionne. Il y a très peu de gens qui sont faits pour l'amour. Enfin, moi, par galanterie, je ne serais pas tout à fait de son avis, mais uniquement par galanterie, quoi. Je fais semblant, Léo, je fais comme quand l'amour s'en va, on fait un peu semblant d'y croire encore et ça le fait durer encore un petit peu. Non, quand l'amour s'en va, il est déjà parti depuis longtemps. Ouais, d'accord. Moi, j'ai une idée, oui. Laquelle? Je sais pas, je leur dis ça à tous les deux, mais je voudrais qu'un jour, ce serait extraordinaire, qu'on choisisse les 10 plus grandes salles de France, tous les trois, qu'on choisisse chacun 12 chansons, et puis qu'on rentre, et qu'on vienne sur la scène. Brassens, c'est une chanson, il s'en va, puis Brel, puis moi, puis Brel, puis Brassens, puis moi, pendant 2 heures. Voilà, c'est une idée de fou que j'ai. C'est assez fou. Donc j'aime assez. Oui, c'est fou. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin, tu risquerais d'emmerder les gens qui voudraient en voir d'autres aussi. Non? Non. Non.
Parce les que gens qui pourquoi nous viendraient- trois, tu comprends? Parce que les gens seraient contents. Et parce que nous trois, on ferait un petit syndicat comme ça. Voilà. Ah, on y vient. C'est quelque chose de fraternel que je dis en ce moment, évidemment, ça n'a Ouais, rien à ben, voir. on peut le faire un jour, pourquoi pas. Oui. On n'a rien contre. C'est un truc comme ça, quoi, ça me plairait beaucoup. Ben, ça, on pourrait faire ça à l'occasion d'un truc, mais faire ça tous les jours, je sais pas si Non, on fait 2-3 fois. c'est faisable quand même. Ce serait pas mal. Bon, on peut le faire un jour, pourquoi pas. Ah, bon, moi, oui, dès que c'est dément, Tout le monde est d'accord, je alors. plonge. Oui. Bon, ben voilà, c'est malheureusement la belle idée qui ne se réalisera jamais. Et Léo va garder ça toute sa vie sur le cœur parce que vraiment, un an avant sa mort, il avait toujours ce regret que ce spectacle n'ait pas pu se faire, quoi. Je l'ai trouvé là particulièrement généreux. Sa façon de vouloir dire pourquoi on ne serait pas tous les trois ensemble, quoi. Ce qui était pour moi quelque chose de jeune. Tu vois, c'est une idée qu'on a quand au début on démarre avec les autres et qu'on dit ouais, on devrait faire un truc ensemble, putain, ce serait bien, tu chanterais 2 chansons, moi 2, toi, mais on serait ensemble, on se baladerait sur les routes, quoi. Et là, au point où ils en étaient, ça a été... non. Pour Brassens, je comprends, parce que comme il était déjà timide tout seul, il s'était dit que il ne saurait pas trop comment faire, peut-être, tu vois, parce qu'il était pudique, quoi. Il n'a pas dit non non plus. De Brel, j'ai senti que vraiment, ça le... On n'irait pas jusque-là, quoi. On nous avait réunis tous les trois pour discuter, mais quand même... mais Ferré, il s'était déplacé et il dit, puisqu'on est tous les trois, faisons quelque chose, tu vois. Ils auraient pu. Quand tout est fini, le rideau baissé et que j'entends mourir la rumeur complice et qu'il n'y a plus rien qu'un silence armé par tant de passants sous tant de coulisses. Regarde-moi bien, je suis une idole. Et je retrouve mon corps, celui que je rencontre les matins civils quand je me prends pour moi, celui que l'on voit, celui que l'on montre à je ne sais plus qui, pour je ne sais plus quoi. Et je m'en vais souper, traqué dans un coin, avec mes copains sur mon addition, en rasant les tables, en me cachant des mains, en disant tout bas la fin de ma chanson. Regardez-moi bien, je suis qu'un artiste. Moi, la grande question que je me pose, c'est pourquoi me voici, comme Jean-Pierre Leloir d'ailleurs, rattrapé par quelque chose qu'on a commis il y a 40 ans. C'est vrai que c'est un peu un mystère. Est-ce que c'est la nostalgie? Est-ce que c'est, et j'aurais tendance à croire que c'est effectivement ça, est-ce que c'est surtout que ces 3 grands chanteurs-là, personne n'a envie qu'ils disparaissent et qu'ils meurent, et qui sont toujours présents, et que dans une société aujourd'hui de paillettes, de show business, ils sont rassurants sans doute. Ils sont rassurants parce que dans leur déséquilibre, dans leurs excès ou leur manque d'excès, et dans leurs propos, ils sont politiquement incorrects. Aujourd'hui, on a l'impression d'un long fleuve, pas tranquille, mais agité uniquement par la publicité, la com, les paillettes. Et là, on a peut-être quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, quelque chose qui tient à la densité de ces 3 chanteurs-là et de ces 3 créateurs-là. Oui, moi j'aime bien l'idée, c'est qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent. On veut les avoir sous la main, sans doute pour supporter le reste. Je pourrais passer ma vie à me faire
arrosé en passant dans les différents bistrots, en disant tiens, c'est moi qui ai fait cette folos, je vous la dédicace, vous prendrez bien un coup. Là, je passe des mois à ça, que ce soit en Corrèze, que ce soit en Belgique. C'est incroyable de penser à ça. J'ai pas mal de photos emblématiques, mais celle-là, c'est un maximum. Alors, en dehors de ça, l'importance des 3 personnages, elle est incontestable pour le sentiment que vous pouvez en avoir, et pour l'aide qu'ils peuvent vous apporter. De génération en génération, Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré. Leur œuvre reste vivante. On les connaît encore par cœur. Une tendre complicité qu'on partage avec eux au présent, avec ce qu'il nous reste d'eux, leur voix, leurs paroles, avec ce qu'ils nous ont légué de révolte, de tendresse, de poésie. Ces poètes, qui pourtant se défendaient d'en être des poètes. Ces 3 bons hommes, avec leurs chansons, quel que soit notre âge, qu'on les ait vus sur scène ou pas. Vous faites partie de nos repères, de notre histoire, vous habitez notre mémoire. Vous êtes nos complices, vous êtes là, pas loin, tout près. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait quand il y a un mur devant. Est-ce qu'on passe à côté? Est-ce qu'on saute au-dessus? Ou est-ce qu'on le défonce? Ah ben moi je réfléchis. Voilà. Moi je réfléchis. Moi je le défonce. Enfin j'ai envie de prendre une pioche. Non, je peux pas le dépenser parce que je sais très bien. Il y en a un autre après. Ah, moi, je sais bien. Moi, je contourne. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. J'attends le bon mais moment. en fait, il y a le point commun, c'est pas de savoir ce qu'on fait avec le mur. C'est quand même que tous les 3, on a envie d'aller de l'autre côté du mur qui se dresse momentanément. Et il n'y a que ça d'important.